Donc, on va maintenant débuter les présentations avec nos experts. Donc, pour commencer, j'inviterai les représentants du principe de Jordan et de l'initiative Les enfants inuits d'abord à se présenter. Donc, Et bonjour tout le monde. Moi, c'est Philippe Moutquin. Je travaille là, au ministère des Services aux Autochtones, nouvellement dans un nouveau poste, mais j'ai travaillé au Principe de Jordan pendant 7 ans. Puis, ça me fait plaisir d'être là, puis de vous rencontrer, puis de vous faire connaître un peu cette initiative-là, puis de savoir un peu comment ça peut être utilisé là, pour les jeunes Premières Nations avec lesquels vous avez des contacts. Bonjour, Karine Boyer, je suis au Principe de Jordan. Je suis la gestionnaire de l'équipe qui s'occupe, dans le fond, des demandes des centres d'amitié autochtones, des demandes CRI, des demandes Inuit et des demandes scolaires pour l'ensemble du Québec. Mais on va répondre aussi aux questions s'il y a des questions sur les communautés aussi, parce que moi et Philippe, on a traité aussi là, énormément de dossiers de communautés aussi. Karine est là, ça peut se présenter. C'est sûr qu'on n'abordera pas tellement le volet Parce que, juste petite prémisse, là, mais il y a le principe de Jordan et il y a aussi l'initiative Les Enfants d'abord qui touche les enfants inuits. On ne l'abordera pas tant que ça. Il y a une petite slide dans la présentation là, pour avoir toutes les informations. Là, en fait, les contacts pour avoir plus d'informations. Je ne sais pas si Karine est là, si elle peut se présenter. Elle n'est pas encore arrivée. En tout cas. Karine, est-ce que tu as accès à ton micro? Bonjour, c'est Pascal, le collègue de Karine. Elle a des petits problèmes de connexion. Elle devrait se joindre bientôt. Après, merci. De toute façon, on a mis le courriel pour éventuellement, là, si jamais il y a des questions aussi, on a mis dans notre présentation, il y a le courriel pour rejoindre le CFI. Merci, Philippe. Est-ce que, Philippe, tu veux commencer ton partage d'écran? Oui, je vais faire ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Super. Alors, tu sais, pour débuter, avant de rentrer plus dans le volet plus technique de comment ça fonctionne, de présenter une demande et tout ça, je pense que c'est important de comprendre d'où ça vient, le principe de Jordan. Donc, cette initiative-là est nommée en mémoire d'un petit garçon qui s'appelle Jordan River Anderson, qui est un enfant cri du Manitoba, de la communauté de Northway House, qui est né avec beaucoup de problématiques de santé et donc qui a été hospitalisé depuis sa naissance pendant longtemps. À partir après 2 ans d'hospitalisation, les médecins ont établi qu'il aurait pu aller retourner dans son milieu familial, mais à condition d'avoir des services à domicile 24/7. Et là, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement fédéral et provincial se sont disputés un peu à savoir qui allait prendre ces frais-là, qui sont assez dispendieux et tout ça, parce que c'est une Première Nation. Fait que ça a duré 3 ans. Puis malheureusement, cet enfant-là est décédé à l'hôpital, donc il n'a jamais pu avoir accès à ce service-là. Donc, c'est de là que c'est venu, là, l'initiative. Puis, on va en parler un petit peu après là, du mandat, mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, ce genre de situation. Fait que c'est ce qui a amené le principe de Jordan. Donc, l'idée, c'est vraiment d'assurer que tous les enfants aient accès à des services, santé, services sociaux, éducation, dans un moment opportun, puis quand ils en ont besoin, justement, en évitant aussi ce genre de dispute-là entre les paliers de gouvernement. Fait que peu importe d'où ça vient, le service est rendu, puis après ça, s'il y a ça aurait dû être pris en charge par un palier ou un autre, on va s'organiser avec le financement par après. Et l'important aussi avec l'initiative, c'est d'assurer une prestation qui est
qui est adapté au plan culturel et qui aussi répond à l'égalité réelle. Puis là, on va voir un petit peu ce que c'est l'égalité réelle à la prochaine diapo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'égalité réelle? C'est dire que c'est pas tous les enfants qui arrivent avec le même. Tu sais, il y a certains enfants où en fait, c'est pas juste pour les enfants, mais c'est un concept de loi qui dit que chaque individu a des particularités particulières. Tu sais, notamment au niveau, tu sais, il y en a qui sont marginalisation, il y a du racisme, il y a toutes sortes de facteurs comme l'isolement aussi, dans le contexte des communautés qui sont isolées, tout ça, donc ils n'ont pas accès aux mêmes services que tout le monde. Donc, il faut tenir ça en ligne de compte pour adapter les services puis offrir le service dont ils ont besoin pour qu'ils puissent accéder aux mêmes résultats que la majorité, l'ensemble de la population en général. Donc, ensuite de ça, donc, qui est admissible au principe de Jordan? Donc, c'est tous les enfants Premières Nations sous l'âge de la majorité au Canada, qui soient ou non sur communauté. Donc, l'enfant doit être inscrit au registre des Indiens ou, ben ça, c'est un des critères. Mais sinon, si l'enfant n'est pas inscrit au registre, ça peut être un parent ou un tuteur légal qui est inscrit, c'est correct aussi, ou quelqu'un qui n'est pas inscrit, qui réside sur une communauté puis qui est reconnu par sa nation comme membre à part entière de la communauté, ben, il va être admissible aussi pour présenter des demandes au principe de Jordan. C'est important de savoir, puis ça, c'est quelque chose qui va peut-être, qui est important aussi de développer peut-être des collaborations. Quand vous avez des enfants qui ont des problématiques ou qu'il y a des services qui ne sont pas accessibles ou du financement qui n'est pas accessible pour toutes sortes de produits, services et tout ça, il y a des coordonnateurs qui sont en place dans les communautés autochtones au Québec et aussi dans la majorité des centres d'amitié autochtones pour les gens qui résident en milieu urbain. Ces gens-là, ils ont un rôle important pour, justement, parce qu'eux ils connaissent les besoins de la communauté, ils connaissent les services qui se donnent. C'est un peu comme les agents de liaison qui peuvent faire le lien avec les différents programmes qui existent. Puis d'assurer aussi une facilité pour la prise en charge des besoins, puis d'offrir les services de façon adéquate. Fait que c'est vraiment des acteurs importants euh, que vous pourrez, avec qui vous pourrez avoir des liens là, si vous rencontrez des situations comme celle-là là, pour les jeunes avec lesquels que vous rencontrez. Euh, donc, leur rôle, c'est ça, c'est de supporter toutes les familles qui ont des besoins, c'est de faire le lien avec les réseaux provinciaux, sur communauté aussi, avec les écoles, le milieu de l'éducation, les services sociaux et tout ça, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'écart de service, puis que les besoins sont comblés pour les enfants. Euh, Ce qui est important aussi, quand il y a quand il y a des besoins qui sont que vous pouvez pas avoir, que vous pouvez pas résoudre directement, c'est important quand même d'essayer de voir qu'est-ce qui existe comme programme qui peuvent offrir ces services-là aussi, avant même de présenter une demande au principe de Jordan. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez communiquer justement avec les coordonnateurs, avec l'équipe de services aux Autochtones qui va pouvoir vous diriger là-dedans aussi. Mais c'est vraiment important de comprendre que le principe de Jordan, c'est là pour combler les écarts de service. Il y a une ordonnance du tribunal, là, le principe de Jordan, c'est lié à une ordonnance du tribunal qui fait que des fois, les gens viennent vers ça parce que c'est plus rapide et plus facile, mais c'est important de passer quand même de faire les démarches avant auprès des programmes existants pour s'assurer que les services soient répondus. Parce que sinon, on vient un peu, ça, ça vient un peu fausser les données et les budgets pour les programmes qui existent déjà.
Sinon, pour ce qui est, quand il est le temps de présenter une demande, donc ce qu'il faut faire, bon, il y a des formulaires qui existent à compléter. C'est pas une obligation de le faire tant que les informations nécessaires sur l'enfant, sur c'est qui, le parent, le tuteur et tout ça, les besoins, faut détailler c'est quoi la demande, c'est quoi l'objectif de la demande. Ça prend une recommandation. On va voir un petit peu après, là, c'est quoi qu'est-ce que la recommandation doit contenir et de qui ça doit provenir. Donc, recommandation d'un professionnel. Ça prend les coûts qui sont associés avec ce qui est demandé. Et ça prend évidemment le consentement du parent, du tuteur légal, de la personne qui est responsable ou du jeune, parce qu'un jeune en haut de 16 ans peut présenter une demande pour lui-même. Donc, la recommandation, c'est vraiment important que ce soit rédigé par un professionnel qui fait partie d'un ordre professionnel et qui est directement impliqué auprès de l'enfant. Donc, qui connaît la situation de l'enfant, qui est capable d'expliquer le besoin, puis ce qui est demandé en lien avec ce besoin-là. Évidemment, les enfants vont être identifiés ou des fois, ça peut être pour un groupe de jeunes. Donc, ça aussi, il faut que ce soit identifié dans ça. Il faut identifier, bien sûr, tout ce qui est demandé de façon précise, puis établir le lien là-dedans avec le besoin à combler. Donc, quand les demandes sont pour envoyer les demandes, en fait, ça, c'est les adresses courriels. Donc, pour ce qui est des enfants Premières Nations, ça s'en vient directement au ministère, à Services aux Autochtones. L'adresse est la suivante, celle qu'on voit ici. Je ne rentrerai pas dans les détails pour ce qui est des enfants inuits. C'est un processus, tu sais, l'idée est la même, là, c'est un peu le même mandat, mais c'est un processus qui est un petit peu différent. Ça va passer par l'équipe, par la régie. Donc, ça, c'est l'adresse où envoyer ça. Puis, ça, c'est les informations là, avec le courriel. Vous avez le petit code QR là, que vous pouvez scanner pour avoir plus d'informations aussi à ce niveau-là. Parce qu'il faut savoir que tous les enfants qui restent sur un territoire inuit, c'est pris en charge par la province. Donc, c'est similaire un peu les programmes, mais il y a quand même des services qui sont disponibles à ce niveau-là. Donc, c'est important de passer par eux, puis c'est eux qui vont pouvoir vraiment diriger aux bons endroits. Sinon, ben, comment ça fonctionne? Une fois qu'on reçoit une demande au ministère, ben, il y a une ouverture de dossier qui est faite, c'est transféré à un agent de programme qui va faire l'analyse, qui va contacter les demandeurs s'il manque de l'information pour compléter tout ça. Une fois que c'est approuvé, il y a une lettre d'approbation qui va être envoyée, puis il va y avoir des démarches qui vont être prises là, au niveau du financement, du paiement des services. On va voir ça juste après. Il faut savoir que au niveau du ministère, on n'a pas d'autorité de refus. Donc, si une demande, on n'est pas en mesure de l'approuver pour X raison, soit que ça correspond, tu sais, on n'a pas les autorités. Des fois, il y a certains types de demandes qui nécessitent d'avoir que ça monte plus haut au niveau national, ou on manque d'informations, ou tu sais, il peut y avoir plein de raisons, mais on ne peut pas refuser une demande. Donc, dans ce temps-là, ça va s'en aller en escalade, qu'on appelle au national. Puis, par la suite, on va recevoir une réponse là-dessus. Puis, il va y avoir une lettre de réponse qui va être transmise. Puis, s'il manque d'informations, encore une fois, il va y avoir des suivis qui vont être faits avec les demandeurs. Puis, donc, ça, c'est un peu là, pour vous expliquer les façons d'assurer les paiements de services. Idéalement, le but, c'est qu'on élimine le plus possible le fardeau là, administratif pour les familles. Donc, les coordonnateurs ont un rôle important à jouer là-dedans. Donc, c'est eux qui peuvent prendre en charge tout ce qui est paiement de factures, trouver des fournisseurs, les accompagner là-dedans. Mais des fois, ça arrive que ça va être le parent qui va nous envoyer la demande directement, ou ça peut être un intervenant tu sais, de votre réseau ou tu sais, qui a pas de possibilité d'avoir du support d'un coordonnateur. À ce moment-là, ben, le paiement va se faire dans idéalement directement avec le fournisseur, encore une fois, pour éviter le fardeau administratif aux parents.
mais ça se peut aussi que dans certains contextes, ça soit des demandes de remboursement qui doivent être présentées. Puis aussi, tu sais, on a des ententes de contribution justement avec les communautés, les centres d'amitié autochtones dans les milieux urbains. Les centres de services scolaires aussi, il y a plusieurs demandes qui proviennent des centres de services scolaires pour tout ce qui touche plus à l'éducation. Fait que de cette façon-là, c'est encore une fois plus facile pour les familles, ça leur élimine ce fardeau-là. Donc, si vous avez les coordonnées, donc le site web, si vous voulez avoir plus d'informations sur le principe de Jordan, c'est le site du gouvernement du Canada là-dessus. Vous avez l'adresse où soumettre les demandes et il y a un centre d'appel qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et le numéro est le suivant, celui que vous voyez là. Et voilà. Au programme DSSNA pour la région du Québec. C'est moi qui s'occupe, entre autres, de traiter les demandes d'exception et je communique souvent aussi avec des professionnels de la santé là, pour différentes informations qui sont requises là, pour le traitement des demandes. Je suis enchantée de vous rencontrer et qu'on puisse éventuellement collaborer ensemble là, pour la clientèle. Je peux continuer. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Dominique Brière. Je suis gestionnaire principale du programme des SSNA pour la région du Québec. Je peux passer la parole. Est-ce que Métaxia? Ah oui, Métaxia, je te vois. Oui. Bonjour tout le monde. Je suis Métaxia, gestionnaire pour le programme SSNA pour la région du Québec. Je suis en charge des deux prestations ici qu'on gère, donc soins de la vue puis les fournitures équipements médicaux qu'on va parler aujourd'hui. Donc, enchanté tout le monde. Merci. Camilla? Bonjour tout le monde, enchantée de vous rencontrer. Pareil à Metaxa, je suis la gestionnaire de centre de traitement de demande, mais les prestations dont je suis responsable sont le transport pour raison médicale et counseling en santé mentale. Merci. Donc, je vais commencer avec le début de la présentation. Marie-Christine, est-ce que tu voudrais passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, ça, c'est notre plan de la présentation. On va couvrir les points suivants. Pendant la présentation, on fait chacun une partie. Je vais faire les premières. Donc, on va commencer par vous présenter le but du programme, pourquoi il a été créé. Ensuite, les critères d'admissibilité au programme. L'administration des prestations parce que c'est pas tous les programmes qui sont administrés au niveau de la région. Nous, on est au bureau régional, nos bureaux sont situés à Montréal, mais il y a une partie des prestations qui est administrée au national à Ottawa-Gatineau. Donc, on va vous présenter ça tout à l'heure. Ensuite, on avait pensé que ce serait pertinent pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui d'entendre parler plus spécifiquement de notre processus de traitement des demandes. Donc, on a choisi 3 prestations des SSNA plus particulièrement dont on voulait vous parler du processus des demandes. Donc, on a essayé de cibler vraiment l'information qui serait la plus pertinente pour vous. Donc, vous voyez, on va... Est-ce qu'il y avait une intervention? OK. Donc, vous voyez, on va parler un petit peu plus en détail de la façon de présenter des demandes dans le cadre du programme Transport pour raison médicale, équipement médical et fourniture médicale, médicaments. Ensuite, on va vous donner des coordonnées et des liens pour en apprendre plus sur le programme. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, l'objectif du programme des SSNA, comme son nom l'indique, c'est d'offrir aux clients admissibles une couverture pour une gamme de prestations de santé qui ne sont pas assurées, donc qui ne sont pas couverts par d'autres programmes sociaux, par d'autres régimes d'assurance privés ou par les régimes d'assurance maladie provinciaux ou territoriaux. Donc, dans le cas du Québec, ça serait la RAMQ. Prochaine diapo, s'il te plaît. Pour être admissible au programme des SSNA, une personne doit être membre d'une Première Nation qui est inscrite au terme de la loi sur les Indiens
ou encore un enfant de moins de 2 ans et dont le parent est admissible. À ce moment-là, l'enfant utilise le numéro de son parent admissible. Puis ça, c'est fait pour donner le temps aux familles d'inscrire leur enfant au programme. Donc, jusqu'à 2 ans, pas besoin d'avoir son propre enregistrement, mais ensuite, il faut l'avoir pour être en mesure de bénéficier des prestations du programme. Ou une autre possibilité, c'est d'être un Inuit qui est reconnu par une organisation Inuit de revendication territoriale qui réside à l'extérieur du territoire conventionné. Parce que sur le territoire Inuit, ils ont leur propre programme SSNA. S'ils sortent du territoire, ils deviennent nos clients s'ils obtiennent un numéro N. C'est un numéro qui est requis pour avoir accès à nos services. Euh, pour être admissible, non, ça je l'ai déjà dit. La clientèle des SSNA est plutôt jeune. L'âge moyen de notre clientèle, c'est 35 ans, mais on a des clients de tous les âges. Au cours des dernières années, le programme a constaté un léger vieillissement de sa clientèle, comme dans le reste de la population. Les clients sont admissibles, peu importe le lieu de résidence au Canada. C'est en Ontario qu'on retrouve la plus grande proportion de la population de la clientèle admissible, c'est-à-dire soit près du quart de tous les clients admissibles au pays. Au Québec, nous, on sert environ 9 de tous les clients admissibles au pays. Selon les plus récentes données qu'on avait au niveau du programme en 2023, ça représentait un petit peu plus de 83 000 clients. Prochaine diapo. Ça, c'est de ce dont je vous parlais un petit peu plus tôt quand j'ai présenté le plan de la présentation. C'est la façon dont l'administration de nos services est organisée. Donc, vous voyez à gauche, ce sont les prestations qui sont gérées par le Bureau national à Ottawa-Gatineau pour l'ensemble du pays. Donc, c'est centralisé, la gestion de ces prestations-là. Ce sont les prestations des médicaments et des soins dentaires. Et à droite, vous avez les prestations qui sont gérées régionalement par notre équipe, par le centre d'appel régional, donc transport pour raison médicale, counseling en santé mentale, équipement et fournitures médicales et soins de la vue. On vous a mis en vert les prestations pour lesquelles on a décidé de vous présenter le processus de présentation des demandes. Donc, je ne vais pas les décrire à ce point-ci. Je vais laisser mes collègues vous les décrire. Puis, je vais juste dire rapidement quelques mots sur les autres prestations. Donc, les soins dentaires qui sont gérés nationalement, c'est un programme qui couvre une gamme de services dentaires qui sont décrits dans le guide de prestations sur le web. Je vous donne quelques exemples. Il y a des services diagnostiques, par exemple les examens, les rayons X, services de prévention, détartrage, polissage, services de restauration, obturation, couronne, par exemple. Ensuite, si on retourne aux prestations qui sont gérées par notre bureau régional, le programme de counseling en santé mentale, c'est un programme qui offre une couverture pour obtenir des services de mieux-être mental. Les services peuvent être disponibles pour les clients ou fournis dans les communautés. Puis c'est admissible évidemment seulement pour les personnes qui n'ont pas accès via leur propre régime. Donc, les SSNA, finalement, on est toujours les derniers payeurs. Puis finalement, les soins de la vue, c'est des prestations qui couvrent les examens de la vue, lentilles correctrices, puis la réparation de lunettes, l'obtention de lunettes également. Donc, pour la prochaine diapositive, je crois que c'est ma collègue Camilla qui va vous présenter le programme et le processus pour présenter des demandes dans le cadre de cette prestation-là. Merci. Merci Dominique. Comme Dominique a mentionné, ce programme est géré au niveau de la région. Donc, et aussi, je voulais mentionner que la majorité de la gestion de ce programme a été transférée aux communautés, quasiment comme toutes les communautés autochtones de Québec ont dans leur entente de contribution le programme de transport pour raison médicale. Et
ils ont leur coordonnateur de transport médical, donc ils organisent les transports, ils prennent les demandes, mais aussi chaque communauté elle a sa propre comme définition de bénéficiaire. Et si un bénéficiaire, par exemple, si la personne ne réside plus à la communauté, cette personne est déménagée dans la ville, elle devient éligible d'avoir les services sous notre programme de centre de traitement de demande. Euh, Pourquoi le transport pour raison médicale? Euh, ce programme vise à aider les clients à accéder aux services de santé médicalement nécessaires qui ne sont pas disponibles dans leur communauté ou ville de résidence. Donc ça, c'est encore pour rendre les services santé plus disponibles et plus égalitaires pour les personnes autochtones. Pour qu'un transport soit admissible au programme, il doit servir à obtenir un service qui est soit couvert par la RAMQ. J'espère que je ne dois pas épeler l'acronyme, tout le monde le connaît. Donc, ça, c'est un transport pour accéder aux services de santé au privé. Il est non admissible. Donc, ça, c'est uniquement doit être couvert par la RAMQ ou bien le service doit être couvert par service santé non assuré. Par exemple, ça peut être pour un rendez-vous avec un dentiste, ça pourrait être un rendez-vous avec un psychologue pour avoir ses séances de thérapie, etc. Soins de la vue ou obtenir, par exemple, comme les ajustements pour les fournitures et équipements médicaux. Aussi, le transport peut être admissible à la personne qui a besoin d'avoir les traitements de dépendance dans des centres de traitement de dépendance et il y a un programme national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les Autochtones. On dit, peut-être vous avez entendu l'acronyme PLADA. Donc, au Québec, il y a 600 PLADA. Donc, pour que la personne puisse obtenir ce traitement, on va payer leur transport vers le centre et le retour du centre. Ce sont majoritairement les instances où le transport va être couvert pour les clients. Il y a quelques principes généraux auxquels qu'on utilise pour le transport. D'abord, les déplacements doivent se faire vers le professionnel de santé approprié et le plus près. Ça veut dire que si un service et la personne demeure dans une des communautés de Basse-Côte-Nord, le plus près, ça peut être considéré cette île et donc le service le plus près sera à cette île. Donc, nous allons couvrir le transport vers cette île. Mais si ce service n'est pas disponible dans cette ville, nous allons regarder quelle ville est plus près euh, qui peut offrir ou le service peut être offert. Puis aussi, le moyen de transport utilisé doit être le plus pratique et le plus économique. Bien sûr qu'on prend en considération l'état de santé, la condition du client. Euh, Par exemple, si la personne souffre d'une condition qui fait en sorte qu'elle ne peut pas rester assise pendant longues heures, on va prioriser le transport aérien. Mais pour ça, nous allons avoir besoin d'une justification médicale qui est faite par un professionnel santé. Donc, c'est là où on a vraiment besoin de votre collaboration pour avoir une note médicale qui va décrire la limitation du client qui fait qui nous comme, aide à prioriser le moyen de transport qui est plus approprié pour un client. Ou bien si la personne par exemple, à une condition qui, par exemple, on n'a pas, on peut pas, elle ne peut pas prendre un avion. Je ne sais pas si ça comme, peut aggraver la situation. Donc là, nous ne sommes pas des professionnels de santé. On est chanceux d'avoir Marie-Christine parmi nous, mais quand même, comme nous avons besoin de votre collaboration là-dessus.
Un accompagnateur peut être autorisé selon certaines conditions et à la demande d'un professionnel de la santé en cas de nécessité médicale, légale ou s'il y a une barrière linguistique. Dans ces cas, encore, on a besoin de votre collaboration pour pouvoir autoriser ce transport. Les frais d'ambulance sont couverts à l'exception des personnes âgées de 65 ans et plus, et lorsque c'est un transfert interhospitalier. Et ici, parce que comme ces instances sont couvertes par la politique de déplacement des usagers provinciale, et comme SSNA est un dernier payeur, comme c'est couvert, nous n'allons pas le couvrir. Si on peut passer à la prochaine diapo. OK. Voici, vous voyez un petit schéma, comment on organise, c'est le processus de traitement de demande. Au début, le client, on les appelle le client, bien sûr, peut-être vous êtes plus habitué d'entendre un patient. Le rendez-vous médical a été donné au client, puis on se rend compte que ce service n'est pas disponible localement. Dans ce cas-là, une demande de transport est soumise au service santé non assuré. Et ça peut être la communauté, comme j'ai décrit, ça peut être coordonnateur de transport médical de la communauté ou ça peut être fait par un appel à notre centre d'appel. Puis, soit le coordonnateur ou l'analyse du centre d'appel traite la demande et rend la décision. Ici, comme vous voyez en vert, c'est où votre implication est nécessaire. Si on a besoin d'une justification médicale, on va la demander. Ça va nous aider à prendre une décision éclairée. Ensuite, le client obtient son service, il rentre au rendez-vous. Et un autre point où on a aussi besoin de votre collaboration, c'est nous avons besoin absolument un certificat de présence pour avoir une confirmation que le client a effectivement se présenter au rendez-vous. Donc, ça, c'est des grandes lignes, comment la prestation fonctionne. À la fin de présentation, nous avons mis le lien au cadre de travail sur le transport pour raison médicale de notre programme. Donc, si vous voulez comme creuser un peu plus, vous êtes bienvenus d'aller et regarder, suivre ce lien et regarder. Et je passe la parole à ma collègue Métaxia. Merci de votre écoute. Ça va être moi qui va continuer, Je Camilla. m'excuse, Il n'y a pas de souci. Je vais vous parler des équipements médicaux et des fournitures médicales qui sont couvertes par le programme des services de santé non assurés. Ces équipements-là doivent être prescrits par un professionnel de la santé reconnu par notre programme. Ils peuvent être couverts par les SSNA si elles ne sont pas couvertes par la RAMQ. Les SSNA sont le dernier agent payeur. Doivent être inscrits sur la liste des prestations des SSNA. Il y a un guide et des listes complètes sur le web qui sont disponibles qui contiennent beaucoup d'informations. Les équipements médicaux et les fournitures médicales sont autorisés lorsqu'elles sont liées aux activités de la vie quotidienne du client et lorsqu'elles sont utilisées à la résidence principale du client. Des exemples de catégories de prestations pour les équipements médicaux, fournitures médicales, il y a 12 catégories, mais principalement, je vous dirais l'oxygène, les accessoires, fournitures respiratoires comme les CPAP et les fournitures médicales qui comprennent les pansements, les produits d'incontinence, produits urinaires sont entre autres des exemples de catégories de prestations couvertes par le programme. Je vais vous parler du processus de présentation des demandes pour les fournitures et équipements médicaux. Donc, au départ, on a une prescription médicale qui est par un prescripteur reconnu par le programme. Cette prescription-là, elle est donnée à un fournisseur des SSNA. Donc, toutes les pharmacies sont enregistrées avec notre programme. Sinon, ça peut être aussi un fournisseur spécialisé d'équipements médicaux qui est déjà enregistré avec notre programme. Le fait de faire affaire avec un fournisseur enregistré, ça l'évite au client à payer. Donc, c'est vraiment le programme qui paie directement le fournisseur pour éviter que le client ait à défrayer des frais.
Lorsque le fournisseur envoie sa demande d'autorisation à la région, on va traiter la demande avec les informations qui sont requises. Il y a une décision qui va être rendue. Je veux juste revenir, ça se peut que dans la demande, on ait besoin de justification médicale au besoin parce que dans les catégories de prestations, il y a parfois des fréquences de produits qui sont autorisées pour une fréquence donnée. Donc, des fois, on a besoin d'explications pour dépasser ces fréquences-là. Donc, le traitement de la demande par le programme à la région, la décision qui est rendue par les SSNA, donner au fournisseur son approbation pour que le client obtienne ensuite son service. Ici aussi, en vert, on a mis quand on a besoin de votre intervention là, en tant que professionnel de la santé, soit pour la prescription ou pour la justification médicale au besoin. Alors, ça fait le tour du processus et des équipements médicaux. Je vais passer la parole à ma collègue Métaxia pour la dernière section des médicaments. Il nous dit qu'elle a un problème. Mhm. Attendez, j'ai pas accès à mon... Je peux peut-être continuer? C'est qui devait faire cette partie-là, Marie-Christine? C'est Métaxia. Mais là, Ah, elle vient de m'écrire dans Teams qu'elle a un programme, mais là, j'ai comme pas accès à mon Teams parce que je suis en partage d'écran. Fait OK. que je peux continuer, là, si c'est OK. Parfait, ben oui. Juste mentionner, là, on a notre interprète qui a, je sais pas si sa connexion a coupé, mais en tout cas, il est plus là, dans la salle. Donc, OK. la traduction a coupé, mais on essaye là, de le Préfère, récupérer. préfères-tu qu'on attende un petit peu? Non, je pense qu'on va essayer de garder notre timing là, d'activité, mais OK. au pire, dans le montage, là, on essayera de récupérer ce bout-là en anglais. OK. Parfait. Les membres des Premières Nations doivent obligatoirement accéder aux médicaments à travers le programme fédéral des SSNA, des services aux Autochtones Canada. Ils n'ont pas accès au régime public d'assurance médicaments du Québec. Donc, c'est vraiment une particularité importante. Une autre chose aussi, c'est que la liste des médicaments des SSNA est différente de la liste des médicaments RAMQ. Et c'est quand même très important à savoir en tant que professionnel de la santé qui pouvait prescrire un médicament quand c'est pour un client autochtone. Donc, les deux listes sont différentes. Pour les SSNA, on a 4 catégories de médicaments. Il y a les médicaments en vente libre, c'est la liste des médicaments SSNA. Il y a les médicaments couverts sans restriction, les médicaments à usage restreint qui ont besoin d'une approbation et des médicaments d'exception. C'est vraiment important de rappeler là, que les médicaments sont tous gérés par le national, par Ottawa. Donc, c'est vraiment eux qui détiennent l'information, les critères qui reçoivent les demandes. Et les médicaments génériques sont offerts d'emblée. En ce qui concerne le processus de présentation des demandes de médicaments, ça commence toujours par une prescription. Le client va à la pharmacie. Si c'est un médicament qui est sans restriction sur la liste des médicaments SSNA, le client obtient son médicament tout de suite. Si c'est un médicament qui nécessite une autorisation préalable, le pharmacien, le fournisseur, là, va faire une demande d'autorisation au centre d'exception des médicaments qui va analyser la demande. Là, je vois moins la section sur le côté. Qui va analyser la demande là, au centre d'exception des médicaments. Ça se peut qu'il y ait un formulaire qui soit envoyé au prescripteur par télécopieur. Et ça, c'est souvent un enjeu parce que le centre d'exception ne rendra pas de décision tant qu'il n'aura pas l'information complémentaire au médicament qui a été prescrit. Et ils envoient toujours le formulaire au prescripteur qui a émis la prescription. Donc, le prescripteur se doit de compléter le formulaire et de le retourner au centre d'exception des médicaments qui aura toute l'information en main pour rendre une décision et éventuellement que le client obtienne son médicament. Encore une fois, ici en vert, on a mis les sections où la participation des professionnels de la santé est requise. Donc, pour la prescription et pour compléter le formulaire qui est envoyé là, par le centre d'exception pour ce médicament spécifique. Donc, ça fait le tour. Je continue. Et ça termine. On a ici les coordonnées puis les liens du bureau du centre d'appel.
ici, le bureau régional, et qui est du lundi au vendredi de 8h à 4h, et le centre d'exception des médicaments qui est à Ottawa. Il y a une ligne en français et une ligne en anglais. Puis on a mis des liens pertinents là, pour les guides et les cadres de travail là, pour les prestations qu'on vous a présentées. Donc, ça fait le tour pour la présentation de notre programme. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup, Marie-Christine. Ça fait plaisir. Je suis de retour. Nice that you're back. Always. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose à ce qui a été présenté maintenant qu'on vous entend? Là, moi, parce que j'étais partie à un moment donné, mais je pense que Marie a vraiment bien expliqué que c'est important de comprendre aussi que nos clients ne sont pas couverts par le régime public d'assurance médicaments du Québec. Ça, c'est vraiment important. Euh, la liste des médicaments est publiée dans notre site que les prescripteurs ont accès quand ils veulent prescrire des médicaments pour les clients. Puis aussi, tous les critères sont sur la liste des médicaments. Donc, par exemple, pour les médicaments à usage restreint, on va trouver les critères sur la liste des médicaments. Le processus, Marie a parlé, en majorité, les médicaments sont couverts sans restriction. Donc, un client, quand il va en pharmacie, ça passe directement. Mais oui, il y a certains médicaments où ça prend une approbation, puis c'est là qu'on a besoin, le prescripteur, quand il va recevoir le formulaire du Centre d'exception des médicaments, pour le compléter et le retourner pour que le client obtienne son médicament. Je pense qu'elle a peut-être parlé de tout ça. Merci, Marie. Parfait, merci beaucoup à vous quatre. Écoutez, je pense qu'on ne prendra pas les questions concernant le SSNR tout de suite parce pour respecter notre temps, on les a toutes notées là. Donc, inquiétez-vous pas, ceux qui ont posé des questions, là, on va les adresser à la fin, dans la période de questions. Donc, maintenant, on serait rendu pour cette dernière portion là, des présentations. On va entendre maintenant deux représentants de la C3S PNQL, l'organisation qui accompagne notamment les Premières Nations dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de santé. Donc, je vous inviterai, Tatiana, à partager l'écran. Là, je vois comme plus personne. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, tout à fait. On la voit, Euh, mais pas en mode présentation. Tatiana est en mode avec toute l'image. Parfait, j'essaie de faire ça. Est-ce que ça fonctionne? Oui, Oui, merci. Super. Donc, Geneviève, je te laisse commencer. Parfait. Bonjour tout le monde. Geneviève Voyer. Je suis la chef d'équipe du secteur de la santé à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Je prends la peine de le nommer au moins une fois là, pour que vous compreniez bien l'acronyme. Euh, Nous, on s'éloigne un petit peu des SSNA et du principe de Jordan pour y revenir par la suite, mais on voulait quand même prendre quelques minutes pour au moins vous présenter notre organisation, là, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Tatiana, tu peux peut-être passer à la suivante. Donc, on est une organisation de Premières Nations au service des Premières Nations. Et c'est difficile pour moi. Tatiana, tu peux aller à la suivante encore, s'il te plaît. C'est quoi? Tu veux que je le déplace encore? Non, non, on est rendu à la suivante. Ça va vite au OK. début, là. Je suis désolée, tout Parce le que monde. j'ai perdu complètement la présentation. Je suis désolée. Ah, Je suis, OK. non, peut-être que moi, je peux essayer parce qu'on la voit à l'écran. OK, je l'ai. Ah, OK, parfait. Donc, je nommais tantôt qu'on était une organisation Première Nation. Donc, oui, dans le Québec, il y a des commissions et organisations régionales qui sont sous l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Donc, il y a d'autres organisations un peu comme la nôtre. La nôtre est en santé et services sociaux, mais on les a, les autres ici, là, l'Institut de développement durable, l'Institut Tchèque-Apêche, qui est une organisation en éducation, le réseau jeunesse des Premières Nations,
la Commission de développement économique des Premières Nations, la Commission de développement des ressources humaines et le Centre d'éducation, le Conseil d'éducation des Premières Nations. Donc, c'est peut-être pour vous montrer un peu la structure régionale. Donc, nous, on n'est pas là une institution gouvernementale, on est vraiment au service des Premières Nations sous la gouvernance des chefs, dans le fond, des Premières Nations, donc de la PNQL. On voulait vous présenter quand même notre vision et notre mission là, comme organisation. La mission, je vais commencer par la mission, c'est d'accompagner les Premières Nations au Québec dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de santé, mieux-être, culture et autodétermination. Vous allez voir un peu plus loin là, que notre organisation, il y a un volet santé, services sociaux, mais on a d'autres secteurs importants. La vision, c'est évidemment que les personnes, les familles et les communautés des Premières Nations soient en santé et accès aient un accès équitable à des soins et à des services de qualité et exercent leur autodétermination et leur autonomie culturelle. Donc, ça s'inscrit évidemment dans les démarches là, que les ministères sont en train de faire aussi là, en termes de sécurisation culturelle. La prochaine, Oh. s'il vous plaît. Donc, rapidement, on vient de développer notre nouveau plan stratégique. Ce qu'on voulait mentionner ici, c'est que ce plan stratégique-là est vraiment développé en collaboration avec les communautés. Donc, il y a une consultation qui est faite avec les chefs, les parties prenantes, les directions de santé pour que les actions de la commission soient vraiment alignées avec les priorités communautaires. Fait que là, on a les 4 grands axes sur lesquels on travaille. La gouvernance et l'autodétermination, l'accompagnement vers le renforcement des capacités, la défense d'intérêts et l'efficacité opérationnelle. Rapidement, nos secteurs, je vous disais tout à l'heure qu'on est, oui, une organisation de santé et services sociaux, mais on est appuyé aussi par plusieurs autres équipes. Il y a une équipe de développement social, une équipe de communication, de recherche, de ressources informationnelles, de petite enfance et de gouvernance. La gouvernance, c'est une équipe euh, qui est récente, moyen, là, je dirais, ça fait peut-être 6-7 ans là, que la commission travaille en collaboration avec les communautés qui souhaitent en fait prendre en charge les responsabilités en santé et services sociaux là, qui présentement incombent au fédéral. Donc, il y a un processus qui est en place en collaboration avec les communautés là, pour proposer un modèle qui vise la prise en charge de leurs responsabilités en santé et services sociaux. Finalement, en ce qui me concerne, juste pour vous faire un petit portrait des services que la commission offre, il y a un volet d'accompagnement. Le travail de Tatiana s'inscrit entre autres là-dedans et elle vous en parlera un petit peu plus tard. Donc, c'est vraiment l'accompagnement de toutes sortes. On développe des outils aussi qui sont adaptés aux communautés des Premières Nations. On s'assure évidemment que tout ça soit traduit aussi en anglais et en français. On offre différentes formations. Il y a un volet gestion de l'information. Là, on a vu tout à l'heure qu'on avait une équipe de recherche qui, entre autres, recueille des données par et pour les communautés autochtones là, qui, après, peuvent utiliser pour identifier justement leurs priorités en matière de soins, de santé, de services sociaux, de la défense d'intérêts, évidemment. Donc, ça vous fait un petit portrait là, plus global de ce que nous sommes comme organisation. Ça nous fera certainement plaisir d'élaborer un petit peu plus tard. Je vais passer la parole à Tatiana là, pour qu'elle fasse peut-être le lien davantage avec ce dont on parlait aujourd'hui, là, le principe de Jordan et les SSNA. Merci. Donc, merci Geneviève. Bonjour à tous. Donc, Tatiana Stipationado, donc agente de liaison à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Donc, je vous fais une première présentation là, du rôle de ma collègue Isabelle Verrette, que vous avez possiblement déjà entendu parler. Donc, elle est conseillère en accès aux services de santé. Donc, elle fait beaucoup l'analyse des différentes politiques et législations dans le domaine de la santé, soutenir et informer les communautés des enjeux en matière d'accès aux services, représenter et défendre les intérêts des Premières Nations au Québec en matière d'accès aux services sur les plans régional et national, identifier les problèmes d'accès aux services et soutenir le développement de stratégies pour y remédier et faire de la défense d'intérêts. Donc, moi, Isabelle, on travaille beaucoup là, avec tout ce qui est en lien SSNA, principe de Jordan. Donc, on aide les communautés, surtout les intervenants, mais les membres aussi, lorsque requis, à naviguer là, les programmes, le principe de Jordan, pour assurer là, un accès
aussi au service de la province. Donc, je travaille en étroite collaboration avec Marie-Christine, Metaxia, Camilla, là, très fréquemment, ainsi que l'équipe du Principe de Jordan. Donc, je suis toujours disponible. Donc, comme je disais un peu plus tôt, je suis agente de liaison. Donc, je fais de l'accompagnement dans l'accès aux services de santé. Donc, je fais de la liaison entre les programmes, les professionnels et les communautés. Donc, parfois, je vais aussi communiquer avec les fournisseurs. Donc, lorsque, par exemple, les dentistes ou lorsque j'ai besoin de lettres supplémentaires pour des demandes ou des autorisations là, au niveau là, du national. Du centre de prédétermination dentaire, excusez, ou le centre d'exception des médicaments, là, qui est aussi au national. Je fais l'accompagnement dans les démarches d'appel, donc la rédaction de lettres, demande de justification auprès des professionnels. Je recherche aussi parfois des fournisseurs là, et des soins lorsque nécessaire. Soutien dans l'accès au programme de la province et développement d'outils adaptés. Le type d'outils qu'on a mis en place avec les Premières Nations, c'est la boîte à outils Principe de Jordan, qui est disponible sur notre site Internet. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais y passer très rapidement, mais vous allez avoir le lien là, pour accéder à notre site Internet, à notre centre de documentation pour aller voir tout ce qui est disponible. Et aussi notre guide des procédures pour accéder aux services de santé, donc avec le SSNA. Donc, comme mentionné, là, moi, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les gens. Donc, je suis toujours disponible. Si je ne suis pas disponible, il y a aussi ma collègue Isabelle, que vous allez avoir nos coordonnées juste ici. Puis, voilà, donc ça fait un plaisir. Puis, si jamais, n'hésitez pas à me contacter. Merci.